Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, énorme retard dans les travaux de construction de la route Hawaï et SOA. Le taux de réalisation peine à franchir la barre des 30%, plus de 4 ans après le début du chantier. Le gouvernement sous pression menace de résilier le contrat de plusieurs entreprises prestataires. Insécurité dans la région de l'Ouest Cameroun face à la multiplication des incursions des bandes armées. Le gouvernement évalue sa stratégie de riposte. Joseph Betty Assomo a présidé ce jour une réunion de sécurité à Bouda, l'une des villes frontalières avec la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ces tensions enregistrées à Yabassi dans le CAM. Les populations sont sorties en masse pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme étant des manœuvres visant à installer un chef illégitime à Solé. Le chef régnant dans cette localité, soutenu par les riverains, ont protesté pour dénoncer cette démarche jugée arbitraire. Steve Eboulé, Donald Brice, Cameroun. Une ruée des populations vers la place des fêtes de Soleil. Ce n'est pas un jour de deuil dans ce village du département du Cam, mais l'ambiance a tout l'air. Les poursuites déterminées, le chef et les habitants sortent massivement. Vous ne pouvez pas venir dans une localité qui a un chef. Le chef de séance n'est pas au courant. Ça, c'est une infraction grave. Je n'étais pas à l'école, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je viens chez vous, je ne vous informe pas comme chef de famille. Est-ce que c'est normal? Voilà raison pour laquelle les populations sont sorties pour barrer cette voie. Barrer la voie, c'est qu'ils considèrent comme de la provocation. Ce jour-là, ils l'ont baptisé Jeudi Noir. La désignation d'un relais administratif auprès de la communauté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Problème, Valentin Bendé, chef de 3e degré ici depuis 39 ans, dit n'avoir pas été consulté ni informé par le sous-préfet de Yabassi qui veut ainsi consacrer pourtant l'un de ses notables. Les populations et le dignitaire traditionnel soupçonnent une volonté de nommer un chef bis. Les anglophones sont nos frères. Nous sommes Dame Duncan. Et nous leur réservons toujours une place dans la notabilité, mais alors, je ne sais donc pas ce que devait venir faire un chef de relais administratif. C'est ça qu'on appelle les provocations. Autre élément de suspicion, toutes les composantes communautaires de Soleil disposent de leurs représentants au village, certains ayant été faits notables à la chefferie. Nous avons 7 communautés venant du nord-ouest ici, et nous avons désigné nous-mêmes nos représentants dans ce village. Ils travaillent de façon sereine avec le chef Mbende. Je pense que le sous-préfet, dans sa pensée, a compris qu'il était important pour lui de rester s'associer les majestés de l'arrondissement de Yabassi, qui sont ses collaborateurs. Et nous rassurons ici l'ensemble des pouvoirs publics du gouvernement de notre indéfectible attachement au respect de la chose républicaine, de l'ordre, de la paix et de la stabilité. Les populations de Soleil ont campé jusqu'à 15 h à la place des cérémonies qui n'a finalement pu abriter l'événement à polémique. Le sous-préfet de Yabassi parle lui d'une démarche d'encadrement des communautés installées à Soleil et pas plus. Et dans ce journal, évoquons à présent la lutte contre les produits pétroliers contrefaits. Une importante quantité de carburant frélaté vient d'être saisie à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ces opérateurs Véro les avaient dissimulés dans des produits dangereux, dans des maisons et même des plantations. Le reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Des cubitoneurs détruits par des membres de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers au quartier Aoussa à Bafoussam. Dans ce domicile, une activité illégale et dangereuse s'était développée. Alors, rendu sur les lieux, nous avons constaté qu'il y avait un domicile fermé, mais nous avons pu détecter des traces de roues et de carburant à l'entrée du portail, à l'entrée du domicile.
Nous avons procédé à la fouille. Nous avons trouvé près d'une quinzaine de cubitonnaires et un seul avait encore le produit. Au cours de la nouvelle descente dans la région de l'Ouest, les membres de cette brigade, créée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, ont passé au peigne fin les alentours de la Société camerounaise des dépôts des produits pétroliers, agence de Bafoussam. Il se trouve que les abords des dépôts pétroliers sont le théâtre des trafics illicites des produits pétroliers. Et le ministre a bien voulu, compte tenu des événements que nous vivons, des incendies par-ci par-là, autour des dépôts et avec des véhicules de transport illicites, a bien voulu que nous menions cette activité avec l'appui des forces de maintien de l'ordre. Ils ont découvert qu'en plus des domiciles, des plantations de maïs comme celle-ci étaient aussi utilisées pour dissimuler des fûts de carburant frelaté. Il était question de fouiller les points et repoints des abords des dépôts pétroliers et également des domiciles que nous avons suspectés d'avoir des traces de produits pétroliers illicites, de visiter ces points et démanteler ces réseaux afin que l'activité de distribution des produits pétroliers retrouve ses lettres de noblesse. Instruite par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, cette descente de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers intervient peu après une explosion enregistrée non loin du dépôt de la SCDP de Bafoussam. À la suite de la manipulation par des mains inexpertes des produits pétroliers, une explosion qui aurait pu sinistrer cette importante entreprise nationale. Et nous restons toujours dans la région de l'Ouest Cameroun face aux attaques à répétition des bandes armées dans cette région frontalière avec le nord-ouest Cameroun. Le gouvernement évalue sa stratégie de riposte. Joseph Betty Assomo a présidé ce jour à Bouda une réunion de sécurité. Il est question de trouver des voies et moyens pour barrer la voie à ces forces du mal qui perturbent la sérénité dans la région de l'Ouest Cameroun. Guizogo, reportage. C'est un secret de polichinelle. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée dans la région de l'Ouest en raison des effets collatéraux de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour y remédier, le ministre de la Défense vient d'effectuer une visite dans cette région, notamment en Bouda, le chef-lieu du département des Bamboutos, martyrisé par les attaques des séparatistes venus du nord-ouest voisin. Joseph Betty Assomo recense alors les différentes attaques perpétrés contre les forces de défense et de sécurité dans les 5e régions militaires et 5e région de gendarmerie. Nous avons réalisé une attaque à Matazem en janvier 2018. Une attaque à la brigade de gendarmerie et au poste de sécurité publique de la même localité, c'est-à-dire à Galim. Une attaque à Matazem, une autre à Mengfou, et récemment une autre à Zavion. Des attaques qui se sont soldées par la mort de plusieurs de nos hommes et aussi la perte de nos matériels et particulièrement des armes de guerre. Selon le ministre de la Défense, cette mission consiste à faire le point de la situation et à rassurer les populations. C'est l'évaluation sécuritaire qui prévaut le long de la frontière entre les régions administratives de l'Ouest et celles du Nord-Ouest. Et un tout petit peu du Sud-Ouest, du côté de l'Ebialem et la Ménois. Il s'agit également pour nous de rassurer les populations de cette région, la région de l'Ouest, inquiètes et quelque peu désemparées par ces attaques à répétition. Reste alors la question primordiale, celle de savoir l'option prise par le ministère de la Défense pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Au terme d'un huis clos de plusieurs heures avec les autorités administratives et le commandement militaire de la région de l'Ouest, des mesures sont annoncées sans pour autant dévoiler la stratégie globale. Il va s'agir essentiellement de contenir les velléités d'attaque des séparatistes par une nouvelle approche opérationnelle et tactique sur le terrain. Les prochains jours verront donc certainement un nouveau tour de vis sécuritaire opéré dans la région de l'Ouest.
Et malgré la cristallisation du débat sur l'interdiction d'une manifestation de l'opposition au Cameroun, le gouvernement en place n'entend pas lâcher prise, quitte à compromettre tous les acquis engagés dans la quête des libertés publiques dans les années 90 au Cameroun. C'est du moins l'analyse que signe Guizogo une fois de plus. Rien n'y fait. Le statu quo ante persiste en matière de manifestations publiques au Cameroun. La règle, c'est l'interdiction systématique de celle de l'opposition. La preuve vient encore d'être apportée par la fin de non-recevoir opposée à la demande du MRC de manifester à Yaoundé. Cela alors que la manifestation du RDPC à Mokolo, dans l'extrême nord, a bien pu avoir lieu. Un tel 2 poids 2 mesures ouvre les vannes aux critiques les plus acerbes, lesquelles justifient les marches de la basse, y compris ses débordements. Ce qui est certainement à relever, pour s'en étonner, c'est le recul notable qu'a connu le Cameroun en matière de manifestations publiques, un droit pourtant garanti par la Constitution. Le constat est là, cinglant. Tous les sacrifices consentis par nombre de Camerounais entre 1990 et 1992, ponctués par de nombreux morts et victimes diverses pour l'obtention de certains droits, dont celui de manifester, essentiel en démocratie, ont été passés par perte et profit. Ce qu'on voit alors à l'œuvre, c'est la formule de Mongo Betty: les droits se perdent un jour et il faut des années pour les reconquérir. Pour l'heure, les tenants du pouvoir au Cameroun préfèrent garder la marmite hermétiquement fermée, quitte à prendre le risque de la faire imploser au moment inattendu. À présent, les images de ce nouvel accident de la circulation survenu en début d'après-midi au lieu-dit rond-point école publique d'Edo, où un homme y a trouvé la mort écrasé par un camion alors qu'il tentait de traverser la route. Selon des témoins, la victime aurait fait un faux pas en voulant esquiver une moto roulant en sens inverse. C'est alors qu'elle a été donc percutée par le camion. Descendu sur les lieux, son épouse, elle aussi, s'est évanouie après avoir vu la dépouille de son mari broyée par le gros porteur. Et je vous le disais en titre, les travaux de construction de la route Hawaï-Essé-Soa piétinent. Le constat est du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, menace de résilier le contrat de plusieurs entreprises prestataires dans les prochains mois. À peine 30% du taux de réalisation des travaux réalisés sur ce chantier démarré il y a plus de 4 ans déjà. Voici le reportage de Marcelin Gansop. Avec un taux d'avancement qui ne dépasse pas les 25%, le lot 1, Hawaï-Essé, long de 33 km, fait du surplace. Et le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour dire son insatisfaction à l'entreprise qui a hérité de ce projet après la résiliation du premier contrat. Il est hors de question de construire une route de 40 km en 4 ans. Non. Donc, faites-moi un chronogramme de rattrapage de ce retard. L'une des choses que je veux voir transparaître dans ce chronogramme de rattrapage du retard, c'est comment est-ce que vous vous organisez pour les travaux de nuit. Je les autorise. J'ai résilié le contrat, je peux encore résilier si je ne suis pas satisfait de la cadence des travaux. Organisez-vous à ce que ce retard soit rattrapé. Travaux de nuit, démultiplication des ateliers. Sur le lot 2, qui va d'Essé à Soa, sur une distance de 49 km, le taux d'avancement des travaux cumule à environ 35%. Là aussi, le maître d'ouvrage demande à l'entreprise adjudicataire d'appuyer sur l'accélérateur. Je n'accorderai de prolongation de délai que sur la base de l'examen d'un chronogramme véritablement rigoureux. Nous sommes ici dans le cadre du volet routier du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance décidé par M. le Président de la République, donc plan d'urgence. Il est hors de question de faire une route de 46 km en 2 années, non. Tous les matériaux sont là, les ressources sont disponibilisées alors que les entreprises s'organisent pour aller vite. Les problèmes tels que la non-libération de certaines emprises, le non-paiement des indemnisations et des décomptes, ainsi que les lenteurs dans les déplacements de certains réseaux, plombent le déroulement serein des travaux. La réunion qui a suivi la visite de chantier a permis au ministre des Travaux publics de donner de nouvelles orientations afin que les 2 lots qui constituent ce projet routier connaissent une accélération. Les populations ont soif de voir le bitume passer. Le retard que connaît ce chantier commence à les agacer.
Les entreprises mobilisées sur les deux lots promettent une reprise en main de la situation. Il y a un premier lot qui fait Hawaï SE. Il y avait des problèmes de qualité de la pierre. C'est pour ça que le ministre a commis la Bogénie pour regarder et qu'on puisse arriver à des dérogations éventuelles. Donc dès que la dérogation ou la pierre sera mise en œuvre pour les couches de chaussée, les retards seront fortement diminués. Pour ce qui est donc de l'autre lot, c'est-à-dire SE, SOA, vous savez, le terrassement, le nettoyage, terrassement, ce n'est pas des tâches productives. Mais dès qu'ils auront commencé la mise en œuvre des matériaux de chaussée, ça va booster la production et diminuer les écarts entre les délais consommés et l'avancement des travaux. Ces entreprises ont au-dessus de leur tête, telle une épée de Damoclès, le maître d'ouvrage, qui n'entend pas les lâcher. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, elles veulent plus de considération et avoir accès à un meilleur accès à l'éducation. Ce sont des jeunes filles de Garoua dans la région du Nord Cameroun, victimes de mariages précoces pour la plupart. Elles ont du mal à s'insérer dans la société. Ce nouveau cri d'alarme de ces jeunes filles de Septentrion pourra-t-il trouver un écho favorable? Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Sefo et Xavier Foucault. Les jeunes filles des différentes localités de la région du Nord Cameroun restent confrontées à divers maux qui les rendent davantage vulnérables. Presque toutes les jeunes filles n'ont pas de place à l'école. La plupart des jeunes filles passent leur temps à faire des petits commerces, à passer leur temps dans les mariages. Les parents ne prennent pas soin de leurs filles en disant la place de la fille, c'est le ménage, c'est pas l'école. Ajouté à tout ceci, se pose le problème de violence auquel elles sont confrontées au quotidien, ainsi que celui de la sous-scolarisation des enfants en général. Les parents interdisent aux enfants d'aller à l'école. Au lieu d'aller à l'école, les parents choisissent leurs enfants par les aider dans les travaux champêtres. Sous-scolarisation, mariage précoce, violence sont donc le lot quotidien de ces jeunes filles qui au finish s'en sortent perdantes et délaissées. À défaut de pouvoir être scolarisées, elles demandent un minimum d'encadrement de la part des autorités. Créer des centres de formation pour ces jeunes filles et de les aider à être aptes pour participer à la progression de leur communauté. Et aussi aux maires de créer des infrastructures pour les jeunes. Ce plaidoyer a été fait par ces jeunes à l'endroit des autorités municipales et administratives. Lesquelles autorités devraient bénéficier de la participation des partenaires au développement, venus appuyer l'initiative de l'encadrement de ces jeunes filles. Il est question pour nous de continuer à protéger les jeunes, les filles en particulier, contre les violences, contre les abus de toutes sortes, pour qu'ensemble nous parvenions à l'objectif de plan qui permette de faire progresser les filles et les femmes pour un monde meilleur, qui permette en sorte que les enfants puissent avoir de meilleurs accès à l'éducation. Dans la même veine, ces jeunes demandent une plus grande participation dans les affaires locales au sein des communes, toute chose qui viendra d'une part renforcer le processus de décentralisation et de gouvernance locale et d'autre part préparer ces jeunes à pouvoir dans le futur occuper des postes de responsabilité. Et non loin de Garoua, rendons-nous à Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Là-bas, l'hôpital régional de la ville est confronté à un plateau technique défaillant. La plupart des équipements médicaux sont défectueux et c'est une situation qui ne facilite pas une meilleure prise en charge des patients. En tournée dans cette partie du pays, le ministre de la Santé publique est allé voir de près les réalités de cette formation sanitaire. Le reportage de Jean-Blaise Noupayé et de Ulrich Ngonomala. C'est gâté. 15 millions de francs CFA. C'est le montant estimé pour la réhabilitation de ce scanner en panne depuis plusieurs années dans l'hôpital régional de Ngaoundéré. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car ici, l'ensemble des équipements nécessite une intervention de grande amplitude. À près de 16 km de là, l'hôpital du district de l'arrondissement de Dan sonne également la même cloche de détresse. Comme difficulté rencontrée, nous pouvons citer l'absence d'un surveillant général, d'un infirmier assistant chirurgien, d'un infirmier anesthésiste, d'un technicien en imagerie médicale, d'un personnel d'appui, l'insuffisant criage d'infirmiers diplômés d'État, une localisation inadéquate de la formation sanitaire au sein du marché des dents, l'absence de clôture, l'insuffisance des infrastructures,
L'absence du matériel de l'ontostomatologie, parce que nous avons un chirurgien dentiste qui, ça fait 2 ans, 3 mois qu'elle est là. Absence de bloc opératoire, absence de service de radiologie. Le ministre de la Santé publique, qui a pris conscience de la situation, déplore néanmoins le manque d'autonomie dont font preuve ces hôpitaux. Attendez pas que le ministère vous donne juste le cadenas. On vous donne le personnel, on le paye, on vous donne les équipements, on le paye. Les recettes de l'hôpital servent à quoi? Je ne parle pas seulement de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Il y a des équipements, des choses quand même que l'hôpital, sous fonds propres, devrait faire appel. Des urgences à la maternité en passant par les banques de sang ou encore des services de radiologie au centre d'hémodialyse, le besoin est pressant. Manaouda Malachi, au cœur du quotidien du personnel de santé dans la Damawa, promet une intervention rapide dans les prochaines semaines. Nous sommes ici à l'hôpital régional de Ngaoundéré qui a ses problèmes comme les autres formations sanitaires. Nous avons noté les problèmes les plus urgents et nous avons promis apporter dès la semaine qui arrive un certain nombre de solutions. Pour ce qui est de la construction du centre hospitalier régional de Ngaoundéré, le MinSanté n'a pas accordé une suite favorable à la demande de prorogation. Il prescrit à l'entreprise Alliance Construction d'accélérer les travaux car l'infrastructure sanitaire doit être opérationnelle dès novembre 2021. Une note triste au cœur de ce journal, la mort a encore frappé dans les rangs des hommes des médias au Cameroun. L'ex-célèbre animateur et ex-directeur des programmes au groupe Equinox Télévision et Radio est décédé ce mercredi. Jean de Grâce Motassi, dans une clinique au quartier Bonamoussadi à Douala. L'ex-présentateur des émissions Disons tout, cadence matinale entre 2010 et 2014, a succombé à un cancer qui le rongeait depuis quelque temps déjà. On le savait très malade depuis plusieurs années. Il était d'ailleurs revenu d'Addis Abeba en Éthiopie où il s'était retiré après son départ du groupe Equinox. Jean de Grâce Motassi s'en va ainsi à l'âge de 46 ans, laissant derrière lui une famille éplorée. Le monde de la presse est également touché par cette disparition. Plusieurs confrères lui ont d'ailleurs rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Tous saluent sa mémoire et prient pour le repos de son âme. Écoutons donc à présent un extrait de son passage sur l'émission Disons tout, diffusée sur Equinox Télévision. Salut à tous, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau qui vous est offert. Comme tous les soirs en début de soirée sur Equinox Télévision, nous sommes heureux de vous accueillir et heureux de vous dire bonsoir madame, monsieur. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une agréable semaine. Nous sommes vendredi. Et ce vendredi, on va un peu clore les débats sur l'actualité, du moins, même si l'actualité est évolutive. Et nous allons revenir sur certains points qui nous semblent judicieux, nécessaires pour davantage étoffer nos connaissances. Bonsoir à tous. Merci de faire confiance à cette émission. Et pour cette production, encore, nous allons dire bonsoir au public. C'est sympathique d'avoir fait le déplacement. Jean de Grâce Motassi est décédé ce jour des suites de longues maladies à l'âge de 46 ans. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Une note moins triste dans ce journal, on parle sport à présent. Les Jeux Olympiques se sont ouverts ce jour à Tokyo au Japon. 206 délégations prennent part au tournoi, parmi lesquelles le Cameroun. Le point dans ce reportage de Achille Kamga. Le premier cliché de cette cérémonie d'ouverture des JO Tokyo 2020 était incontestablement l'identité de l'athlète qui devait allumer la splendide vasque, synonyme de lancement officiel des Jeux. En pleine cérémonie d'ouverture, la rumeur Naomi Osaka commence à enfler. Véritable suspense sur Tokyo. Quelques minutes plus tard, c'est confirmé. La talentueuse tenniswoman de 24 ans, de mère japonaise et de père haïtien, monte les dernières marches de ce qui a constitué une allégorie du mont Fuji pour allumer la vasque. Un geste qui traduit l'ouverture officielle des JO Tokyo 2020 et qui met ainsi un terme à 4 heures de spectacle ponctué de son et de rythme. Autre cliché, quelques minutes auparavant, ce sont les athlètes de l'équipe olympique des réfugiés qui ont ému, eux qui ont transporté à leur tour le drapeau olympique pendant plusieurs secondes. Autre moment émouvant, le drapeau olympique transmis aux travailleurs essentiels japonais qui ont lutté et qui continuent de lutter contre la Covid-19. Au chapitre des discours, Seiko Hashimoto,
présidente du comité d'organisation des JO Tokyo 2020, ouvre le bal. Elle est suivie de Thomas Bach, le président du comité international olympique, les deux qui souhaitent tous plein succès à cette édition. En tout cas, du haut de la tribune présidentielle, ou plutôt impériale, Naruhito, l'empereur du Japon, a bien déclaré ouvert ces Jeux. Côté Cameroun, la team a assuré son passage avec sa tenue appréciée. La délégation camerounaise participait à cette parade d'ouverture à Tokyo, alors que la polémique enflait au pays au sujet de l'absence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Un communiqué au vitriol du service de la communication du MINSEP, abondamment relayé sur les réseaux sociaux, laisse entendre que le ministre des Sports, Narcisse Moëlle Kombi, a d'autres chantiers prioritaires, notamment les préparatifs de la CAN 2021 et la cérémonie de tirage au sort y afférente. En tout cas, les athlètes camerounais pourront compter sur l'encadrement des présidents et vice-présidents du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Ils sont 12 qui devront défendre le Cameroun dans 7 disciplines: athlétisme, lutte, tennis de table, haltérophilie, natation, boxe et judo. Et toujours en sport, comme tous les soirs, 20h, nous marquons un arrêt sur le chemin de la CAN 2021 au Cameroun, 2022 au Cameroun. Faux et usage de faux serait-il une malédiction pour le football camerounais? À peine le championnat lancé après l'indépendance du pays, un scandale de matchs truqués avec éclaboussé le mouvement sportif national en 1966 et des dirigeants des 4 clubs de première division écopaient d'une suspension de 5 ans. On voit tout dans ce reportage que signe Jean-Paul Chougnat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Presque à la fin de la saison sportive de l'année 1966, un gros scandale éclabousse le football camerounais, en l'occurrence le championnat de première division. Vivons tous unis, soyons solidaires, construisons l'avenir du pays. Au cœur d'une mafia à ciel ouvert, 4 clubs impliqués, le champion d'Afrique, l'Oryx de Douala, l'épervier des Bolova et 2 équipes de Yaoundé, l'Union et le Sémillant Diamant. Tous les 4 appelés sur le banc des accusés. Le Conseil national du sport leur reproche d'avoir orchestré des trucages de match lors de la dernière journée de la saison, avec des scores pas du tout innocents. Déjà champion, le Diamant de Yaoundé était à égalité de points que l'Oryx de Douala, et seule une différence de but devait les départager à la dernière journée. Visiblement, le brillant Diamant de Yaoundé ne se fit pas prier pour sécuriser son titre en négociant pour un 8-0 avec Épervier de Bolova, une équipe pourtant teigneuse qui avait levé le pied sur la pédale. Union de Douala et Oryx Djemeya 1 but partout et 2-0 du Caïman de Douala sur Union de Yaoundé. Un arrangement presque surprenant pour des clubs constituant la fine crème de l'élite du ballon rond à cette époque. Pour ce trucage crève l'œil, sans preuve matérielle, le Conseil national du sport décide le 22 juin 1966 d'exclure les 4 clubs du championnat, considérant cependant l'ampleur des enjeux sportifs et l'engouement des supporters. Le CNS se ravise et frappe de 5 ans de suspension les différents bureaux exécutifs. Ce fut un coup de tonnerre dans le ciel camerounais pour un championnat à peine à ses débuts. Et à la suite de ce scandale, le Conseil national du sport supprima le goal d'avérage dans le classement des équipes de toutes les fédérations sportives. Très ulcéré à cette époque par cette affaire de match truqué, le 15 juin 1966,
Le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture, William Aurélien Etekimboumwa, demandait au président de la FECAFOOT, René Essomba, d'annuler systématiquement les résultats de tout match truqué dans les championnats. Lancé officiellement en 1960, le jeune championnat camerounais enregistrait déjà un record de tricherie, fausse identité des joueurs, corruption des arbitres, collusion autour des matchs entre adversaires. Cette scabreuse affaire intervenait 6 ans seulement après l'indépendance du Cameroun. Le jeune État était encore en quête de repères sur la scène continentale. Jusque-là sans la moindre participation à une Coupe d'Afrique de football, depuis le coup d'envoi le 10 février 1957 à Khartoum au Soudan. Néanmoins, au milieu de cette décennie 60, l'équipe nationale de football du Cameroun a déjà disputé 3 fois la Coupe des Tropiques, remportant son premier trophée international à l'édition de 1964 à Yaoundé et 2 autres finales perdues face à l'équipe de France en 1960 et les Diables Rouges du Congo-Brazzaville en 1962. Je me battrai toujours pour tes couleurs, oh yeah, yeah. Je me battrai toujours pour tes couleurs. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Et Serge Alain, vous revenez sur la réunion de sécurité présidée ce jour par le patron de la Défense, Joseph Béti Assomo, à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà justement Nadine Yambo, le patron de la Défense, on va le dire, le ministre délégué à la présidente de la République en charge de la Défense. Joseph Béti Assomo était en Bouddha. 3 objectifs: rassurer les populations, voir dans quelle mesure les velléités séparatistes peuvent être contenues, mais aussi et surtout faire le point de la situation de cette région-là où qui parfois voit des forces séparatistes, on les appelle dans le jargon militaire les forces d'opposition, qui rentrent souvent dans la région de l'Ouest et plus précisément dans le département des Bamboutos. C'est l'objet de notre deuxième partie. Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous, Nadine. Bon week-end également. Et à vendredi 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de Valentin Dior du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Wifide Kanga du mouvement pour la réconciliation. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive? La Renaissance du Cameroun, MRC. J'ai envie de dire, j'étais pressé de présenter Marcel Yembel, parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et il est là toujours avec nous. Xavier Bellemé, Anan, Social Democratic Front, le parti du chairman Nidjon Fundi. Beaucoup de respect, beaucoup d'opposants, beaucoup de respect pour cet homme. Pourquoi? Oui, c'est un patriarche qui a consacré toute sa jeunesse pour pouvoir se battre pour le bien-être du pays, et pour pouvoir mener. Et malheureusement, il n'a pas pu. Il avait gagné l'élection présidentielle en 1992, malheureusement. Et il n'a pas été proclamé président élu par la Cour suprême à l'époque. La Cour suprême. Donc, qui avait effectivement reconnu dans l'arrêt du président de celle-ci que l'élection a été gravement entachée parce qu'il avait eu la panoplie de toutes les irrégularités qui ont précédé son arrêt. Et on a cru à un moment donné qu'il allait dire bon, vu ce qui précède, on va annuler l'élection au moins pour la répondre. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc il avait bel et bien gagné. C'est un patriarche, il a refusé d'aller prendre les armes pour se battre. Il croit fermement à ses convictions politiques. Il pense qu'il n'y a que sa seule forme de l'État fédéral peut assécher toute velléité sécessionniste. Malheureusement, le pouvoir autiste et condescendant de Yaoundé ne l'a jamais écouté. Pourtant, il avait une très belle idée. C'est un papa donc pour qui beaucoup, ceux de ma génération, ont un grand respect. Il nous a inspiré un certain nombre de postures politiques que nous pratiquons aujourd'hui. Nous pensons que nous aussi, on va léguer un tel héritage à nos enfants.
Voilà, justement, en parlant de ce conflit, le nord-ouest et le sud-ouest, Valentin Jean, le ministre de la Défense, Joseph Bétia-Somo, était, on va le dire comme ça, en Bouddha, chef-lieu du département des Bamboutos, pour faire le point de la situation. Et quand on connaît ce qui se passe là-bas depuis que ce conflit a dégénéré cette crise a dégénéré en conflit armé, on sait très souvent que le département des Bamboutos fait l'objet d'attaques sporadiques, on va le dire comme ça, de la part des séparatistes, des groupes armés, on préfère dire groupes armés. La présence du ministre dans ce département-là, comme il a dit lui-même, c'est surtout aussi pour rassurer les populations et contenir ces velléités. Oui, naturellement. Contenir les velléités parce que la zone est frontalière au nord-ouest et c'est normal que le patron de la défense fasse des descentes pour évaluer la situation, surtout pour cette zone qui connaît des incursions des bandes armées de temps à autre et certainement pour apporter de la vigueur à nos forces de défense qui, par leur professionnalisme, font obstacle à ces bandits, ces séparatistes qui s'attaquent aux populations locales. Donc je pense que la présence du ministre redonne du moral parce que vous savez, tout combattant a besoin de se sentir encadré, bien que professionnel, et c'est ce qui est fait non seulement par le haut commandement, mais par le président de la République également. Donc, le ministre est dans son rôle, et je pense que les retombées de ces actions-là sont positives pour les populations locales. Voilà. Justement, Marcel Yembel, la présence du ministre de la Défense, booster le moral des troupes, mais aussi rassurer les populations qui, depuis un certain temps, vivent avec une espèce d'épée de Damoclès. Elles ont peur des incursions des bandes armées. Oui, monsieur Otto, je pense que le ministre est dans son rôle. C'est quand même le ministre de ressources de ces militaires-là. Le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense, il est dans son rôle. Il doit effectivement de temps en temps descendre sur le terrain pour booster le moral des militaires qui sont effectivement sur le terrain, pour rassurer les populations qui effectivement vivent la peur dans le ventre avec toutes ces incursions des bandes armées de ce côté-là. Et nous espérons que très bientôt, ce conflit connaîtra une fin heureuse parce qu'il y a déjà beaucoup de morts. Nous perdons un homme, nous perdons nos frères qui ont pris des armes, nous perdons des hommes en tenue. Donc nous espérons vraiment que ce conflit finisse par trouver une solution. Voilà, Xavier Bellemé, pour vous, contenir les velléités des forces d'opposition. Oui, force d'opposition, je pense que c'est le langage, l'expression qu'on utilise. Ça me fait tiquer un peu. Oui, dans le communiqué du général Nka Valère, après l'opération Kumba Clean, je crois, ils ont parlé des forces d'opposition. Bon, vous savez, une expression utilisée dans le jargon militaire. Bon, sauf que moi, je suis un civil, je suis un homme politique, donc il y a des expressions. Depuis là, j'ai adopté cette expression, les forces d'opposition. Je vous comprends. Moi, en tant qu'un homme politique civil, moi, c'est... Non, vous restez en position dans les politiques, oui. Parce que moi, qui s'opposent, les forces qui s'opposent au FDS, les forces de défense et de sécurité. Non, je vous ai compris. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comprenez-moi aussi que ça ne va pas tiquer parce que moi, je suis un membre de l'opposition. Oui. Je n'ai jamais pris ni voix un autre membre, que ce soit du SDF. Non, opposition, ce n'est pas beau, non. Non, parce que c'est une expression qui est souvent utilisée par mes amis, les amis de M. Ndjo, et voilà. Parce que pour dire que l'opposition, c'est pour ça que les manifestations publiques de l'opposition sont systématiquement bâillonnées et interdites. Oui. Parce qu'on dit, comme si un jour on a trouvé un militant de l'opposition avec une arme blanche ou une arme à feu. Ça n'a jamais été le cas. Moi, ça fait 29 ans que je suis militant du SDF, que j'ai cette chance de militer pendant très longtemps.
dans l'un des partis, ou le parti principal de l'opposition, j'ai jamais assisté à une moindre réunion, on parlait de prendre les machettes ou les armes. Ça, je n'ai jamais été. Et je suis sûr que c'est aussi comme ça pour tous les autres partis politiques. Donc, dans cette situation du Nord-Ouest, c'est une situation malheureuse. Cette seule guerre qui oppose cette guerre entre deux enfants d'une même famille, les frères, et vraiment c'est incroyable, on s'entretue et c'est terrible, on n'allait pas arriver là. Tout à l'heure, quand on m'avait interrogé sur le chairman s'est donné la peine. Il a pu profiter du sacre de Lyon en janvier 2017. C'est le chef d'État là-bas a adressé un carton d'invitation. À l'occasion, il a profité pour tenir 2 mots au chef de l'État à propos. Vous savez, pour rencontrer le président Biya, c'est facile de boire la mer, de boire toute une mer que de le rencontrer. Vous pouvez vider une mer en la buvant que de le voir. Pour dire que c'est même quasiment impossible. Il est complètement renfermé. Mais il avait profité de cette opportunité pour lui rappeler que, Excellence, vous connaissez le problème dans les 2 régions. Allez régler ça maintenant. Parce qu'on était encore à l'étape où les gens faisaient dans les manifestations pacifiques. Et il avait dit à son épouse, si votre épouse s'endort, s'il vous plaît, réveillez-le. Parce qu'il est temps qu'il aille régler. Il n'y a que lui seul pour régler ces problèmes maintenant. Bon, malheureusement, nous nous retrouvons là aujourd'hui avec un bilan macabre de plus de 3000 Camerounais, civils comme militaires, qui sont morts. Et une économie en exemple, le Cameroun a perdu au moins 45% de ses devises extérieures. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. Et nous sommes même près de la cessation des paiements, si on ne fait pas très attention. Et monsieur Ndjo, ça peut vous faire rire, c'est comme ça que vous êtes. Tout à l'heure, j'ai vu, ils sont partis prêter 450 milliards dans les marchés financiers dans le monde pour payer, vous endetter pour payer les dettes. C'est incroyable. Quand vous arrivez à ce stade-là, ça veut dire que vous êtes déjà foutu. Nous sommes en économie. Non, quand vous vous endettez pour aller payer les dettes, alors que la dette que vous devez contacter doit être investie dans un secteur productif qui permet maintenant de produire, ce secteur produit à lui-même l'argent pour rembourser sa propre dette. Mais vous prêtez pour la consommation. Au lieu de prêter pour financer les projets rentables, mais vous faites dans la consommation. Ça a été ça. Et de 2, et vous savez, les anglophones ont toujours été, on a perdu la Northern Cameroun dans le référendum en 1961 qui s'est rattaché au Nigeria. La Southern Cameroun a décidé de réunir les frères camerounais, mais dans un système fédéral qui tenait compte parce qu'ils avaient la culture britannique et nous avions la culture française. Et il fallait donc que les 2 systèmes s'asseyent des 2 États. Mais aujourd'hui, le SDF ne veut plus un fédéralisme à 2 États, nous voulons un fédéralisme à 10 États. Donc les 10 régions actuelles puissent être actées comme des États fédérés. Et nous sommes convaincus qu'il n'y a que la forme de l'État fédéral. Quand nous parlons même des marches, nous avions organisé des marches ici en 2017, l'honorable Michel Ninche, on les a organisées en solidarité avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et pour revendiquer la forme de l'État fédéral. Et qu'il n'y a qu'elle seule qui peut assécher l'esprit sécessionniste. Nous avions reçu un refus systématique. Comme en 2008, M. Ndiaye, vous savez, en 2008, vous aviez inféodé les forces publiques dans le RDPC. Il y a une difficulté de trouver une frontière entre l'État et le RDPC. En 2008, l'honorable Ninche, c'est ici, à Carrefour Bonankoma, à la tête d'une marche qui était contre la contestation, contre la modification de la Constitution, s'est vu gazifié, bastonné par des policiers et gendarmes. C'était incroyable. Et à l'occasion, comme ça passait en direct à Equinox a été scellé, il faut le dire ici, et juste parce que vous avez fait votre travail d'une chaîne de télévision, et ça il faut rendre, je profite de cette opportunité pour rendre hommage à Equinox qui a toujours été à l'avant-garde de combat à la liberté et de la manifestation publique. Donc il a été bastonné, et plus tard il a été arrêté manu militari, menotté et jeté en cellule comme un vulgaire citoyen, un député de la République. Tout un député de la République, l'honorable Jean-Michel Ninche, en 2008 a été menotté, jeté en cellule. De quel état parlons-nous en ce moment-là? Mais le Cameroun, nous sommes dans une démocrature. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et votre thème est tellement significatif qu'on est dans une démocratie ligotée. Donc ici, comme c'est le cas de la manifestation du MSC prévue pour le 25, où le sous-préfet de Yaoundé premier parle de risques Covid-19 et autres. Mais on a vu la manifestation à Borova, les gens, des citoyens camerounais qui ont sorti pour manifester, c'est leur droit. Contre
contre la manifestation de la diaspora à Genève, et on a vu tout un ministre de la République, encore ministre de la Santé, celui qui est chargé de la lutte contre Covid-19, à Mokolo, dans le Mayos Tianaga, organiser un meeting pour la DPC. Ça veut dire que le coronavirus, là, dans ces localités-là... Yaoundé premier, ça Yaoundé premier. À Mokolo et à Ibolo, le coronavirus ne tue pas. C'est-à-dire que le variant corona, c'est un qui nouveau est variant. donc un variant à géométrie variable. Donc c'est un nouveau variant qui devait faire son apparition le 25. Je ne suis pas militant du MRC, il faut que je le précise, mais c'est des citoyens camerounais, c'est une organisation, un parti politique régulièrement légalisé. Donc qui doit se déployer, et c'est une des activités que la Constitution de la République reconnaît aux associations politiques. Et décider de l'empêcher de pouvoir s'exprimer publiquement, ça veut dire que c'est très grave, c'est une violation grave de la Constitution de la République. Et de deux, vous voyez, on met subtilement, parce qu'à l'époque c'était le Parlement. Xavier Belémé, C'était le Parlement. Je crois quand même, parmi les mesures dictées par le gouvernement, on dit pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Oui, mais on trouve que à Yaoundé ça marche, oui, à Mokolo ça marche, à Ibolo ça marche, mais à Yaoundé, le variant qui est là est mortel. C'est seulement à Yaoundé premier. Pour revenir, pour être sérieux, le pouvoir n'a jamais accepté qu'il y ait multipartisme politique. La pluralité d'opinions et de visions politiques ne les intéresse pas. Ça les fait très mal. Et pour ça, il faut donc créer toutes les lois. Parce que la loi même sur l'organisation, pourtant, organisation des régimes de manifestations publiques, la loi, les lois 90, comme on dit, les lois de liberté, et qui est d'abord contradictoire dans l'article 8, alinéa 1, qui viole gravement la Constitution de la République. Et donc, qui dit que le sous-préfet peut interdire une manifestation alors que la Constitution consacre le principe de la liberté d'expression des manifestations. Mais c'est une loi. Non, c'est une loi qui est en dessous de la Constitution. Elle viole la Constitution. La Constitution, monsieur Ndiaye, excusez, vous allez parler. Vous avez une mauvaise manie. La loi n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale. C'est la linéa 2 de cette loi. Dans l'article 8. On va lire. Pour ceux qui nous... Vous allez continuer à l'article 8 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Article 8, le chef des districts, on entend plus, le sous-préfet, qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. Alinéa 2, toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Voilà, et c'est pour ça donc que l'OSG après avoir réfléchi. Donc ça veut dire que chaque fois, le sous-préfet, toutes les fois, il estime qu'il y a trouble à l'ordre public. Voilà, chaque fois que nous avions déclaré nos manifestations publiques, les sous-préfets s'arrangeaient à les interdire systématiquement. Et nous avions donc pris une décision, notamment à Douala avec l'honorable Jean-Michel Nithieu, président régional, décider que désormais nous n'allons plus déclarer. On va écrire une lettre pour informer l'autorité administrative et nous allons marcher. Parce que pendant qu'ils nous interdisaient à droite, le RDPC lui marchait à gauche. Et nous avions décidé que nous allons donc braver ces interdictions. On a commencé à marcher. Et ça, c'est une. Voyant donc cette situation, ils ont donc fait passer à l'Assemblée une loi antiterroriste. En réalité, la loi antiterroriste n'a rien à voir du terrorisme. Je n'ai jamais vu, monsieur Alain Outou, vous êtes un excellent journaliste. Et votre média avec, je n'ai jamais vu au journal d'Equinox, à 20h, qu'on présente un terroriste Boko Haram devant le juge militaire. Mais par contre, je vois tout le temps... Parce que la loi antiterroriste, c'est quoi? C'est-à-dire que si nous ne prenons pas une manifestation publique aujourd'hui interdite par le sous-préfet, et qu'un policier nous arrête, on va nous amener chez le juge militaire qui va nous juger pour acte de terrorisme et nous allons risquer la peine de mort parce qu'on a voulu tout simplement exprimer notre opinion. Tout simplement. C'est-à-dire que pour ça, d'abord, à l'heure actuelle, il y a des Camerounais qui sont en prison parce qu'ils ont bravé cette loi. Et cette loi n'a jamais été constituée pour aller combattre Boko Haram, mais plutôt bâillonner l'opposition. Ça a toujours été le rôle du parti dont M. Ndiaye représente sur ce plateau. Bâillonner l'opposition, l'a muselé et l'a détruit. Et malheureusement, nous qui on a résisté, les partis politiques de l'opposition ont pu résister pendant très longtemps. Et c'était un espoir pour l'OSG d'avoir fêté 31 ans le 26 mai dernier. C'est un espoir parce que l'environnement politique donc animé par l'OSG en tête est un environnement de piège et dangereux.
D'ailleurs, ils ont trois piliers essentiels sur lesquels ils reposent leur pouvoir. Le premier pilier, c'est la répression. Le second pilier, c'est la corruption. Le troisième pilier, c'est la division. Monter les gens, donc utiliser le tribalisme comme vision politique. Merci Xavier. Voilà le danger. Merci Xavier Belémé. Nous prenons la direction de Paris. Wilfried Ekanga, je sais, vous avez suivi l'émission d'hier et qui nous soir hier. Et les représentants du RDPC sur le plateau ont pour justifier l'interdiction systématique des manifestations du public, du MRC. L'un d'eux a dit que tant que le MRC ne va pas renoncer à son plan national de résistance et reconnaître le président Biya comme le président du Cameroun, rien ne pourra prospérer de vos déclarations de manifestation. Votre avis là-dessus? Mais ça confirme, ça répond à la question qui a été posée. Est-ce que la démocratie est ligotée ou non? Mais oui, la démocratie est ligotée. Donc, on décide à votre place de ce dont vous avez envie. Donc, le sous-préfet, l'autorité publique qui est censée régler l'ordre pour tous les Camerounais, est devenu un pouvoir RDPC. C'est donc le sous-préfet qui vous dit « Moi, j'aime Paul Biya et ça ne me plaît pas que vous disiez que Paul Biya n'est pas le président. » En fait, on met dans la tête des Camerounais qu'il est interdit au Cameroun de dire « Je ne veux pas voir Paul Biya ». Mais qui est-il pour qu'on ne veuille pas qu'il soit président? La 6e puissance économique mondiale dans laquelle je me trouve a des manifestations tous les jours où on dit « Macron, démission ». Les Français jouent sur ces rimes-là. Pourquoi le Camerounais ne peut pas dire, alors que la Constitution le lui prévoit, que Paul Biya doit démissionner? C'est son droit. La police encadre et la police évite que cela déborde, mais la police ne dit pas, le sous-préfet ne dit pas au Camerounais ce qu'il doit dire. Imaginez, je suis un Camerounais, la maman qui a perdu 4 enfants par manque de couveuse à Douala il y a quelques semaines, où je suis la fille de Monique Koumatekel. Je sais pas, la plus petite Rostan, parce qu'elles ont des noms, nous les connaissons personnellement. Elle a vu sa mère perdre la vie sur le parvis de l'hôpital La Cantini parce qu'on ne voulait pas la soigner, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il y a une mauvaise organisation, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas une logistique adéquate pour ce genre de cas. Et j'apprends après que Paul Biya et ses suites dépensent l'allocation de l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Genève, l'allocation de la chambre du 6e étage de toute la suite de l'Intercontinental. Je ne sais pas, que 3 000 milliards sur les infrastructures ont disparu. Et on doit me dire que je dois continuer d'applaudir. Je n'ai pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Donc, le trouble à l'ordre public, ce n'est pas ceux qui ont volé. Le trouble à l'ordre public, c'est ceux qui se sont insurgés contre le vol. Voilà donc l'inversion des valeurs dans lesquelles on nous met au Cameroun. Et il vous parle après de républicanisme. J'aimerais dire à M. Rifo et Mbotozé, puisque c'était eux qui étaient là hier, que le MRC ne se réveille pas le matin en se demandant qu'est-ce que je peux faire qui peut plaire au RDPC. Ce n'est pas dans nos programmes politiques. Nous cherchons le bien-être des Camerounais et nous ne nous préoccupons aucunement de savoir si ça plaît au camp d'en face ou pas. Si on réprime les libertés, si on démocratise le tribalisme comme c'est fait actuellement avec le concours de la télévision nationale, où il y a même des gens qui quittent un plateau parce qu'ils disent que certains Camerounais ne le sont pas, comme ceux qui ont dit à Ebolova que certains, comme ils ne sont pas du peuple élu, c'est-à-dire de ceux qui viennent du socle granitique, on les repousse. En fait, cette politique de la division, comme M. Annan vient de poser sur le plateau tout à l'heure, cette politique de la marginalisation, cette politique de l'ostracisation, cette politique de fouetter, de violer, d'agresser, de tuer et de s'ériger après en juge. Quand M. Njo me disait que j'ai menacé les Camerounais de mourir, quel est le MRCiste qui a assassiné un Camerounais depuis que ce plan de résistance a commencé? Il y a un homme dans la diaspora dont l'absurdité ne me permet pas de citer le nom ici, qui a menacé ses compatriotes à la machette. Vous l'avez accueilli au Cameroun comme un compatriote et qui défend le président Paul Biya. C'est ça pour vous, l'idéal de patriotisme. Il y en a un autre qui a menacé Maurice Kamto devant son domicile, qu'on a vu brandir une arme à feu. C'est eux les patriotes. Vous pensez, vous dites qu'il faut se désolidariser de ceux qui ont dit qu'il faut vandaliser le mobilier entre la vie humaine. Vous vous êtes désolidarisé de qui a tiré sur le genou de Michel Ndoki? J'ai rencontré Pierre Gaëtan Gankam à Paris. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais il est le Camerounais, tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Ce garçon s'est pris une balle parce qu'il marchait les mains nues par un policier qui ne se remet même pas en question, qui continue de lui dire, si tu ne te lèves pas après y avoir pris la balle,
Je vais tirer encore, lève-toi, marche, tu as dit que tu allais encore marcher, marche. C'est inscrit dans quelle loi? Ceux qui viennent ici faire du théâtre politique en faisant croire aux Camerounais qu'ils respectent les lois, à quel moment ont-ils respecté les lois? À quel moment Paul Biya a-t-il respecté l'article 66 sur la déclaration des biens? À quel moment le sous-préfet a-t-il respecté l'article qui dit que c'est une semaine avant que l'autorisation doit être délivrée? À quel moment ceux qui ont manifesté dans le maillot de Sanaga ou Ebolova ont respecté les règles Covid instaurées par justement les mêmes autorités? À quel moment Manaoda Malachi a-t-il rendu compte sur la gestion des 180 milliards dédiés au Covid? On est dans un pays où règne l'arbitraire, ou parce que j'ai l'arme, parce que j'ai la préfecture, je décide unilatéralement de ce qui est bon ou mauvais, et après je viens m'asseoir et je donne des leçons. Le MRC a un plan national de résistance qui cadre avec sa volonté et avec sa vision de ce qui est bien pour les Camerounais. Il ne cherche pas à obéir aux ordres du RDPC et à mener le type de résistance que le RDPC veut. Parce que dans la tête des biaïstes, dans la tête des RDPCistes, on doit mener une résistance light, donc de la figuration. Vous devez venir bavarder un peu, c'est pour ça qu'on dit il y a les médias, il y a les partis. Non, on veut des médias où on bavarde, où il n'y a rien, il n'y a aucune émulation sur le terrain. On veut des journaux qui bavardent, où il n'y a aucune matérialisation sur le terrain. On veut comme ça des solutions cosmétiques de la décoration pour dire à l'international, il y a la démocratie au Cameroun. Mais à partir du moment où tu estimes réellement, où tu exprimes ton ras-le-bol, où tu dis « je ne suis pas d'accord avec ceci », où tu dis « pourquoi Paul Biya ne se fait pas soigner au Cameroun ?» puisque les solutions du Cameroun se règlent, les problèmes se règlent au Cameroun. Que va faire ma grand-mère au village qui n'a pas les moyens de Paul Biya, les moyens de Brenda, les moyens de ceux qui sont les enfants, de ceux qui ont la fortune publique? Que vont-ils faire? Sont-ils moins camerounais que ceux qui se font soigner à la clinique Valmont, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, ou je ne sais pas? Sont-ils moins camerounais que ces gens-là? Pourquoi certains bénéficient de ce qu'ils peuvent pourtant donner à tout le monde? Et quand tu t'insurges contre ça, tu deviens antipatriote. Ceux qui ont tiré sur des femmes oublient qui sont des meurtriers, ils disent que on doit se désolidariser de toi. Ils décalent le débat et se donnent le rôle de juge. Mais le plan national de résistance est fondé sur justement dans ces trois axes. Vous avez parlé de Betty Assomo, j'embraye un peu dessus parce que bon, je n'ai plus beaucoup de temps de parole, mais monsieur Betty Assomo, j'ai envie de dire le pauvre. Les militaires qui sont à ces ordres, j'ai aussi envie de dire les pauvres, on leur a donné, c'est-à-dire les créateurs de cette guerre, leur ont donné la tâche ingrate de tuer leurs frères. Et ils se sont mis dans la tête que la solution au problème anglophone, c'est de tuer le plus d'ambazoniens possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ambazoniens qui veuillent y résister. Mais la guerre a commencé en 2016, il y a 7 ans. Il y avait des anglophones qui avaient 10 ans à l'époque, qui ont aujourd'hui 17 ans. Sur les 7 dernières années de leur vie, ils ont grandi avec le logiciel selon lequel Paul Biya veut détruire le Cameroun et que nous, on est ambazoniens, on doit rester de notre côté. On n'a pas voulu faire de pédagogie avec ces gens-là. On a voulu tuer le maximum de gens possible, mais c'est eux qui vont prendre le relais de leur père, qu'on est en train de tuer maintenant. C'est pour ça que les guerres perdurent, ad vitam aeternam. Et on veut nous faire croire que celui qui prend son avion, son transport, son temps, qui abandonne son boulot, qui n'est même pas au Cameroun, mais qui a quand même à cœur de brandir une pancarte où on dit « Stop à la guerre au Nozo ». On veut nous faire croire qu'il faut se désolidariser de celui-là. Et que le patriote, c'est celui qui dit au Cameroun, on doit tuer les anglophones, on doit dératiser la zone anglophone, on doit les exterminer. Mais c'est incroyable. Qui pensez-vous qui meurt dans cette guerre? C'est pas des militaires contre des ambazoniens, c'est des Camerounais. Vous endeuillez pour un seul militaire tuer sa mère, son père, sa sœur, sa cousine, ses enfants. C'est une perte énorme et parfois c'est eux qui portent la famille. Est-ce que les gens se rendent même compte des enjeux véritables de ce pays? On dit grand dialogue national, ils font une petite foire au clown et ils disent après il y a eu dialogue et ils sont surpris qu'après qu'il n'y a pas de résultat parce qu'ils ne veulent pas écouter les voix dissidentes. Ça fait donc qu'il n'y a pas de démocratie pour répondre à la question. Je disais quand j'ai été coupé en rupture d'antenne sur la première partie que même la Corée du Nord se fait appeler RPDC, République populaire démocratique République populaire démocratique de Corée. Vous voyez que c'est un anagramme de RDPC. Ce sont les mêmes lettres, mais disposées autrement, comme par hasard. Et comme je disais avec le nazi, c'est pareil. Paul, le président de l'Allemagne nazie, comme aujourd'hui Paul, qui ne veut pas la démocratie au Cameroun, a décidé à la place des Allemands ce qui était les lois, ce qui était bien, a décidé à leur place à brûler les effigies des opposants, à cataloguer une partie de leur population d'indésirables, à organiser justement des meurtres comme ça en croyant que c'est en détruisant le plus de vie possible qu'il allait trouver des solutions. Mais non,
Nous allons faire ce qui est bien pour le Cameroun. Nous n'avons pas dans notre programme politique qu'est-ce qui plaît au RDPC. La Constitution nous autorise à marcher. Je répète ça pour que les Camerounais entendent. La Constitution vous autorise à dire « Je ne veux pas de Paul Biya au pouvoir ». C'est autorisé. Ce n'est pas une monarchie. On n'est pas dans, la France de Louis XIV où c'était la monarchie absolue depuis le XVIIe siècle. Mais non, on est en République. Et en République, c'est que tant que je ne fais pas de mal aux personnes, tant que je ne détruis pas la nation, je peux exprimer ce que je désire. C'est encore mieux que ceux qui ont pris la télévision nationale et les télévisions de la place pour défendre soi-disant le patriotisme et ont catalogué certains de leurs compatriotes de meutes taliban, d'ethnofascistes, de zélotes continents, avec le concours de la télévision nationale. On institutionnalise le barbarisme et on croit que comme on a la police pour encourager cela et pour réprimer ceux qui sont contre nous, c'est ça une république. Ce n'est pas ça une république. Ils sont en train de détruire le Cameroun. Sauf si le RDPC présent sur ce plateau va me dire qu'il préfère qu'on vandalise sa voiture, il préfère qu'on tire sur le genou de sa femme, sa mère, sa fille, sa sœur, par rapport à ce qu'on vandalise sa voiture. À partir du moment où la vie humaine n'a plus de valeur et on fait dans une logique de mauvaise foi terrible, semblant de préférer le bien-être des objets au bien-être des personnes, on aboutit à un pays totalement perdu et c'est vers cette voie-là que se dirige le Cameroun. Merci Wilfried. Valentin Joe, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Vous avez forcément envie de dire quelque chose à la suite de Wilfried? À la suite de Wilfried, déjà à la suite de M. Bellemé. Oui, Xavier Bellemé. Oui. M. Xavier Bellemé. Nous sommes là pour éclairer les Camerounais. M. Xavier Bellemé, le ministre de la Santé, est en visite de travail. Et non dans la logique de l'organisation des meetings. J'espère au moins que vous êtes au courant de cette information. Je continue, j'ai dit, la manifestation de Bolova, du moins pas une manifestation, un mouvement spontané qui est né à Bolova a été dispersé. Vous le savez? On les a amenés devant le juge militaire pour acte de terrorisme. Allez demander la suite. C'est à vous que je m'adresse. Allez demander la suite. Allez demander la suite parce que vous n'étiez pas informé. Est-ce qu'ils sont devant le juge pour répondre d'actes de terrorisme selon la loi antiterroriste? Allez donc auprès des tribunaux si vous voulez. Il n'y en a pas. Je suis pas. Il n'y en a pas. Alors, juste pour vous rappeler qu'au moins vous êtes au courant. Non, ils avaient bien. Que ce mouvement spontané a été dispersé. Non, bien marché. Pas du tout. Merci, monsieur. Pas du tout. Je le dis oui. Alors, je continue. Est-ce qu'ils ont été arrêtés, monsieur Ndjo? Voilà. Ils ont été dispersés. C'est possible qu'ils soient même arrêtés. C'est possible. C'est possible. Là, ça n'a pas été une marche organisée. Mouvement spontané des Camerounais qui ont apporter leur soutien avec trouble à l'ordre public. Mais justement, les autorités ayant constaté qu'il y a, s'il vous plaît, les autorités ayant constaté qu'il y a risque de trouble, encore que c'est un mouvement qui n'a pas été déclaré. Raison de plus pour pour stopper, pour disperser certainement, je n'ai pas certainement pour se faire arrêter. Ça, c'est possible. Donc, je continue et je dis, Yaoundé, ça a été pareil. Pas eu, les gens, certainement les citoyens, ont voulu lancer un autre mouvement spontané pour le soutien du chef de l'État. On a vu les risques de dérive, les autorités ont constaté les risques de dérive. La manifestation, certainement, a été arrêtée. Le RDPC n'a rien organisé. Et je vous dis certainement. Je continue. Le sous-préfet a délivré le récépissé. Je continue et je dis. Donc c'est loin d'être spontané. Je continue et je dis à monsieur Wilfried et Kanga, qui a payé de son billet d'avion, est venu participer à une élection présidentielle qu'il a perdue. Devant un bureau de vote qu'il a été scrutateur, il a vu les résultats.
Monsieur Wilfried, vous vivez à l'étranger. Quand on a perdu une élection, dans ces pays-là, on ne lance pas un plan de résistance. On ne s'autoproclame pas président. Tout de suite, le cher monsieur ne peut nous donner des leçons, ne peut édifier les Camerounais. Vu qu'il soit un pro séparatiste, quand on mange dans le plat d'un hors-la-loi, on l'est. Quand on vandalise, on participe à la destruction de nos institutions à l'étranger, les ambassades, et on soutient, on n'a pas de leçons de démocratie à donner. Parce qu'on est un agent de l'anarchisme. Et M. Wilfried a construit sa personnalité dans cette approche-là. Alors, Wilfried qui parle de Koumateke, ça date certainement de, je ne sais pas, 2015, pardon. De combien, de beaucoup d'années déjà. J'espère qu'il a auprès de lui ces Camerounais au plus fort de la crise de la Covid qui sont arrivés ici se faire soigner dans nos hôpitaux. La qualité de nos hôpitaux, mon cher Bélémé est là. Après ce qu'on a connu avec cette crise a renforcé la qualité des services. Tout dernièrement, le ministre de la Santé a fait une conférence de presse. J'espère que vous avez eu l'information. Non, nous sommes sur les manifestations. Hein, oui, tous ils essayent de sortir de manifestations. Alors, je reviens et je dis, on parle de démocratie. Ce qui a été le projet... On a comme l'impression que chaque fois qu'un parti d'opposition annonce une manifestation, le pouvoir est un peu frileux. Qu'est-ce qui explique ça? Comment est-ce que le pouvoir peut être frileux? Puisque c'est systématiquement interdit. Si Bélémé... C'est systématiquement interdit. L'argument qu'on avance, si M. Bélémé très souvent, c'est risque de trouble à l'ordre public. M. Bélémé a organisé l'anniversaire de son parti, la naissance de son parti. Cette manifestation a été interdite? Non, on n'a pas organisé une manifestation. Elle a été organisée à la ferme suisse et on était surpris d'arriver à Idéa Premier et trouver que toutes les autorités de la place étaient mobilisées avec la police. Ils étaient étonnés. C'est l'honorable quand on arrivait. Je continue donc pour dire, Monsieur Bélémé, vous aviez dit avoir célébré la naissance du SDF, qui est une manifestation qui n'a pas été interdite. Qui ne s'attaque pas au pouvoir. Alors, qui ne critiquait pas le pouvoir, qui n'arrivait rien contre le pouvoir. Alors, monsieur l'honorable Nietzsche, que vous présentez si bien de son haut de député, n'est pas au-dessus des lois de la République. Quand on met en mal la sécurité d'un pays, vous savez très bien. Donc conquister la révision constitutionnelle, c'est mettre en mal la sécurité d'un État au point d'arrêter un parlementaire qui... Je continue, mon cher. C'est ça l'État. Mon cher. Ça, ce n'est plus l'État, mon cher. On n'est pas en République, là. La gesticulation n'est pas force, n'est pas un signe de vitalité. C'est le président Biya qui l'a dit. Alors, pour dire ceci, l'honorable Nietzsche, que nous respectons tous, c'est un élu du peuple. Vous prenez les cas d'exemple de cet élu de peuple. Je vous dis, la démocratie est fondée sur la loi. Et l'honorable Nietzsche est un témoin. Permettez, et l'honorable Nietzsche a été un témoin de l'histoire de l'évolution démocratique de ce pays
Et il s'en vante. Ça fait 15 ans. Il est même ça fait 15 ans aujourd'hui qu'il représente, qu'il est un représentant du peuple. Donc pour dire que le président Paul Biya nous a donné un pays moderne. Il faut s'en vanter. Et tous ceux qui sont des chantres, des résistances, faute d'avoir refusé leur échec à une élection, donc à s'en prendre à eux-mêmes, le Cameroun, le nôtre, c'est-à-dire le Cameroun des citoyens, qui, républicain, va continuer son bonhomme de chemin. Ok, merci. Voilà, Marcel Yembel, vous, face à cette situation au PCRN, vous dites quoi? Ça ne vaut plus la peine de se présenter devant le sous-préfet? Vous attendez ou bien vous allez toujours continuer à déclarer les manifestations? Le PCRN, connaissant déjà, entre guillemets, la réponse qui pourra vous être servie. Le PCRN est imperturbable. Nous avons un objectif, c'est de prendre le pouvoir en 2025 par les urnes. Alors nous sommes fatigués les Camerounais sont fatigués par les discours haineux, par les discours extrémistes, par tous ceux qui... On a l'impression que c'est même les think tanks du RDPC, c'est-à-dire les stratèges du RDPC qui injectent tous ces discours sur la place publique pour que les Camerounais ne se concentrent pas sur l'essentiel. Alors nous, au PCRN, nous disons aux Camerounais, nous avons la meilleure offre du contrat social et nous demandons aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, de voter le jour J et de contrôler massivement leur vote. Et nous demandons à nos compatriotes qui sont à l'étranger, puisqu'ils sont suivis, de demander à leurs compatriotes ici de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que jusqu'à présent, le RDPC, avec ses quelques 1 million d'électeurs, est le parti qui assure, c'est-à-dire ces militants-là sont ceux qui votent effectivement. Parce que quand vous allez demander aux Camerounais de vous inscrire sur les listes électorales, ils sont désintéressés, ils sont déjà fatigués, ils ne croient plus. Et ça, c'est la stratégie du RDPC. Nous continuons à demander aux militants, aux Camerounais, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, de voter en 2025 quand il y aura élection et de contrôler le vote. Merci Valentin Dior d'être venu. Merci à vous. Merci Xavier Bellemé. Merci également à Wilfried Ekanga depuis Paris. Merci à vous. Marcel Yembel. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui n'en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Salut, Jean de Grasse Motassi.